Jagd aufzustehen. Fremde Hütten hocken durstig am versumpften Boden. Nirgends ein Tor. Und immer das gleiche Bild. Man hat zwei Augen zu viel. Nur in der Nacht manchmal glaubt man den Weg zu kennen. J'écoute ça comme musicien et je me dis, ça c'est une belle œuvre avec un langage qui se risque et personne ne connaît ça. Et c'est d'abord en l'écoutant que je me dis, j'ai envie de faire quelque chose avec. J'entendais dans la musique quelque chose de très tendre, de très lyrique, et j'entendais les influences allemandes et j'entendais aussi de la musique française, j'entendais Ravel, Debussy, et le texte était en allemand, et je me disais, c'est drôle, ce compositeur dont je découvrais le nom écrit, qui s'appelait Victor Ullmann, je me disais, c'était en 1944, et est-ce que Debussy était connu là-bas? Pourquoi à un moment il y a une valse comme ça, et ces accords parallèles comme ça, un peu désincarnés, qui ne se résolvent pas? Vaart maken. Tot hier. Tot ik daar ben. Ja. En dan doe ik tira-di-da-di-da-di-da-di-da. Want dat is al een beetje, je hoort dan weer de dans, hè? Ja. Nou, laten we dat proberen. Dan spreek ik wat sneller door. Ja. En kijken of dat lukt. We hebben toen ook veel... Ils sont venus des Pays-Bas, de Belgique, de Paris et de Lille. Ils travaillent une œuvre étrange, découverte récemment, mais qui fut écrite en 1944 par le compositeur autrichien Victor Ullmann sur un poème célèbre de Rainer Maria Rilke. Einer, der weiße Seide trägt, erkennt, dass er nicht erwachen kann. Denn er ist wach und verwirrt von Wirklichkeit. So flieht er bange in den Traum und steht im Park, einsam im schwarzen Park. Und das Fest ist fern, das Licht lügt und die Nacht ist nah um ihn und kühl. Und er fragt eine Frau, die sich zu ihm neigt: Bist du die Nacht? Ses compagnons, réunis quelques jours à Nantes, dans un petit théâtre prêté pour l'occasion, sont musiciens, historiens et techniciens de cinéma. Ils ébauchent les premières esquisses d'un enregistrement et d'un film qu'ils vont prochainement réaliser autour de cette pièce musicale, appelée Chant d'amour et de mort du porte-étendard Christoph Rilke. Pour moi, c'est ça le musicien, les mains, on s'en fout. Ça, c'est ouais, c'est toi qui le vois comme ça, mais... Non, c'est pas... On est en rupture, enfin, c'est-à-dire que tout d'un coup... On voit plus l'acte de jouer. Mais surtout, c'est Jasper qui va venir buter contre le piano, c'est ça qui... Il y a là Gilles, le porteur du projet, Arthur, le pianiste, et Jasper, le récitant. Il y a Harry, l'ingénieur du son, il y a Claire, Anne, Jérémy et quelques amis. Gilles, Arthur et Jasper ont déjà travaillé cette œuvre, les autres la découvrent. Ensemble, ils vont chercher pour elle une traduction, une esthétique. Ils ont le désir de la faire connaître et aimer, mais aussi de comprendre l'histoire particulière liée à sa création. Invité à me joindre à eux, je vois dans ce huis clos musical l'occasion d'écrire de manière documentaire une introduction à cette œuvre qu'ils vont enregistrer. Meine gute Mutter, seid stolz. Ich trage die Fahne. Seid ohne Sorge. Oh. Seid ohne Sorge. Ich trage die Fahne. Habt mich lieb.
heimlichste Stelle und denkt, vielleicht findet ihn einmal einer und denkt, denn der Feind ist nah. Noir. Voilà. Et puis après, l'épisode d'après. Voilà. Bon, simplement, quand tu auras ta veste, tu glisses. Je peux le mettre comme Ouais, ça. voilà. Je le... Peut-être même pas. Peut-être que ça suffira. Heimlich Stelle. Et tu le glisses, tu vois. Et Mais mon... ta poche, mais on trouvera un système pour que ça Oui, tienne. ok, Tu ok, vois, bien. c'est pas... Voilà. Oui, voilà. je sais. Et je me demande une Dame, chose, je- Arthur. Je me demande une chose, c'est le point d'orgue de Seine Mutter. Ta-di-ta, meine gute Mutter. Ta-di-di. Là, j'ai aussi un point d'orgue. Ouais, je sais. J'ai 2 points d'orgue. Ouais, je sais. Rilke, il a été très très touché par l'histoire de ce jeune soldat qui était son arrière-arrière-arrière-grand-père, là, qui est mort en défendant la chrétienté, peut-être contre les Turcs. Et alors lui, il a 24 ans, il lit ça, et c'est une histoire familiale très lointaine. Et ben, on est en automne 1899, et en une nuit, il écrit Die Weise von Liebe und Tod des Kornets, Christoph Rilke. Cette histoire, eh bien justement, c'est une histoire. Il y a des épisodes. Quand Rilke l'écrit, il met 27 épisodes. Quand Ullmann choisit, il n'y en a plus que 9. Et ces épisodes, eh bien, il y a un début, il y a une montée, il y a une espèce de développement, et puis il y a une chute. Donc il y a une histoire, il y a un récit. C'est pas comme une sonate de piano, ou comme un quatuor à cordes, ou comme ou une mélodie de forêt, où il n'y a pas d'histoire. Il y a une sensation, il y a une atmosphère, très souvent il y a des sentiments. Mais là, c'est un récit qui peut être même porté au théâtre, qui peut être mis en scène, il peut y avoir une direction d'acteur, il peut y avoir un décor. Donc s'il y a récit, moi, je pensais théâtre. Et on peut penser aussi film. Il faut avoir beaucoup de patience, surtout quand il y a de la lumière, des vidéos avec. Ça va encore 10 fois plus long. Oui. J'aime garder l'image son si naturelle que possible, pas remplir la salle de dizaines de micros. Et Arthur, comme ça, en cette matière, je corresponds très bien avec Arthur parce qu'il a le même point de vue de ça. Mais ça m'intéresse une aventure comme ça. Je savais seulement qu'il s'agissait de cet Ullmann, mais c'était tout. Et j'avais pas eu le temps d'aller à la recherche parce que je crois que sur Internet on peut trouver des tas de choses d'Ullmann. Oui. Ça, c'est le tambour. C'est à la fin. Zullen we beginnen? Gewoon Ja, het begin. graag. Het licht is Ja. zo en alles is... Gewoon het begin. Ja. Alors Jasper, tu vois, il est en manteau finalement. Tu vois. Oui. C'est le Wanderer. C'est une Ouais, capote militaire, il est dehors. Ouais. Il est là avec des Ouais. Hollandais, des Autrichiens. Ils sont tous là, ces messieurs de Bourgogne, de France. C'est une espèce de coalition qui a été levée. Ils ne se connaissent pas et ils marchent. Et la campagne est éblouissante. Et puis lui, il a 20 ans. Et puis on lui dit, toi, t'es mignon, alors tu vas porter le drapeau. Alors, tout content. Et puis la seconde d'après, il se dit, zut. Parce qu'il est fier, mais il comprend qu'en fait, c'est peut-être pas un cadeau, quoi. Ouais. Arthur, de piano is toch nog Hard, vrij luid, Ik ja. heb nu heel hard gespeeld. Ah, ja. Ja. Maar kun je daar iets aan doen misschien? Of Nee, kan je nog... kunnen we eigenlijk niet veel aan doen. Reiten. 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 Alors Arthur et moi, on pense que là, Ullmann, il fait entendre le rythme des convois, des trains qui arrivaient et qui repartaient. Voilà, voilà.
et après on entend reiten. Donc le mot du XVIIe siècle est éclairé et a un autre sens. Mais c'est pas dit, c'est dit par la musique, et entendre qui pourra, tu vois. T'imagines? Et alors ce rythme-là, qui est un des motifs récurrents, il revient à chaque fois qu'il y a cette transhumance, tu vois. Und die Sehnsucht so groß. Und immer das gleiche Bild. Man hat zwei Augen zu viel. Nur in der Nacht manchmal glaubt man den Weg zu kennen. Vielleicht kehren wir nächtens immer wieder das Stück zurück, das wir in der fremden Sonne mühsam gewonnen haben. Es kann sein. Die Sonne ist schwer, wie bei uns tief im Sommer. Aber wir haben im Sommer Abschied genommen. Ce chant d'amour et de mort a une histoire particulière. Il fut écrit dans un camp de concentration. C'était en juillet 1944 à Theresienstadt, au nord de Prague, où Viktor Ullmann était incarcéré depuis 2 ans comme artiste juif avec toute sa famille. Quelques semaines plus tard, le compositeur sera déporté vers Auschwitz où il trouvera la mort. La partition, confiée à l'un de ses amis, sera sauvée, mais elle restera des années inconnue. Et quand les gens arrivaient dans le camp, il y avait, tu vois, un bastion, et là, il fallait mettre toutes les affaires, hein, tous les affaires qu'ils avaient pris, hein, pour eux, mais il fallait laisser tout. Et c'était écrit, non, le nom de ça, c'était l'écluse. Ah. L'écluse. Parce qu'il fallait laisser tout ce qu'on avait pour passer, c'est sur pour un passer. autre niveau. Ouais. Et après, on retrouvait son endroit pour vivre. Ouais. Mais les femmes étaient bien sûr séparées des hommes. Hein. À Theresienstadt, les nazis avaient regroupé dans une ancienne ville fortifiée des juifs venus de toute l'Europe, parmi eux beaucoup d'artistes et d'intellectuels. Ce camp servait de vitrine pour la propagande du Reich, l'activité artistique y était tolérée et des concerts et des spectacles y étaient donnés. Dans la réalité, le surpeuplement, la faim, la maladie et le froid décimaient les prisonniers. Et des trains partaient pour Treblinka et Auschwitz, emmenant des hommes, des femmes et des enfants qui ne revenaient jamais. Viktor Ullmann fera partie de l'un des derniers de ces convois de la mort. On ne peut pas faire la 8, ce qui est trop difficile, et on a commencé à réfléchir à la 6, donc on va faire la 6. On utilise pour... Non, lire. En août 2002, on est allé avec la camionnette d'Arthur dans le camp. Voilà. Des photos que j'ai prises. Ouais, vous pouvez les regarder, ouais. Et après, on a passé 4 jours et on a tout visité. Ça, c'est Arthur à l'entrée, avec quelqu'un qui travaille à la mairie, qui était très gentil, qui parlait tchèque et il parlait un petit peu allemand. Donc avec quelques mots d'allemand. Là, il cherche les clés pour ouvrir tout ça, parce que ça, c'est fermé au public. Voilà. Ben, on a beaucoup parlé avec lui et il nous a guidés pendant 2 journées. Et on voulait voir les greniers, on voulait voir les cellules et on voulait voir tout ce qui était en ruine, c'est-à-dire tout ce qui restait intact. Voilà. Après la libération, c'est devenu de vrais régiments, il y avait des militaires. Et donc ils ont coulé les dalles et comme il fait très froid en hiver, ils ont mis les vitres. Voilà, c'est énorme, hein, c'est gigantesque. Il y a des casernes comme ça, donc il y en a plusieurs dans une grande citadelle qui est elle-même entourée de fortifications, la Vauban, en étoile. Voilà. Ça c'est Hanover caserne, c'est une autre. Il y a combien de personnes en tout? Il y avait... Alors c'est une ville de garnison qui était prévue pour abriter 5000 personnes. Et à l'époque où c'était un ghetto, ça a été jusqu'à 60 000 personnes. Donc chaque chambre a dû être équipée avec des lits superposés sur 3 étages
pour entasser les gens. Voilà, ça c'est une chambre. Il faut imaginer tous les dortoirs. Tout est vide maintenant, c'est vide. Ça c'est les greniers. C'est dans ces greniers qu'avaient lieu beaucoup de spectacles, de représentations. Voilà. On a beaucoup de dessins avec ces charpentes. Voilà. Et il reste, alors sur les murs, ça n'a pas été gratté, quelques-unes le Lagerkommandant désignait tous les blocs, toutes les casernes et les rues qui avaient des noms par des chiffres et des lettres, voilà, et des blocs. Voilà. Maud, c'est très très bon ça. Ah, ja, zo zei je. D'accord. Parmi les habitants du ghetto, il y avait beaucoup de juifs qui, avant d'être déportés, avaient été acteurs, compositeurs, chanteurs, écrivains et philosophes. La plupart d'entre eux étaient célèbres, même bien au-delà des frontières de la Tchécoslovaquie. Mais la déportation avait soudain réduit leur univers à l'étroit ghetto. Ils étaient prisonniers, comme nous tous, et des numéros avaient maintenant remplacé leurs noms illustres. Pourtant, comme par miracle, leur esprit n'avait pas été brisé. On ne pouvait mettre que leur corps en prison, pas leur force créatrice. Ils poursuivaient leur activité artistique, même dans les conditions difficiles et l'espace étroit du ghetto. Peignaient, écrivaient, chantaient, composaient et faisaient du théâtre. Il y avait des grands artistes, des grands dessinateurs. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Bedřich Frita, il y avait quelqu'un qui s'appelait Petrkin, il y avait quelqu'un qui s'appelait Fleischmann, il y avait quelqu'un qui s'appelait Otunga. Ullmann a eu des grands liens avec eux. Il a été l'ami très fort de Petrkin, qui avait 26 ou 27 ans. Ces dessins, ce sont des interprétations. Ils essayent de comprendre ce qui est incompréhensible. Et quand ils dessinent, ils torturent le dessin, ils le font pencher à gauche, ou ils rajoutent des chiffres partout, ou bien ils montrent une salle vide avec un piano dont un des pieds repose sur une caisse. Et on voit comme ça que rien n'est droit, que les visages... ils sont tous au concert ou au café, il y a marqué café, et on voit des visages complètement lugubres. Et en fait, ces dessins... ils ont une expressivité très très forte. On a des textes et donc ils racontent toute cette activité, cette vie intellectuelle très intense et à très haut niveau, dans des conditions épouvantables, sans matériel, avoir des écoles musicales, à perpétrer une tradition instrumentale, musicale, voilà, même parfois sans instrument. Ouais. Ah oui, alors ce qui m'a frappé dans les dessins de Frita, c'est qu'on a toujours des numéros. Ici, c'est les bancs qui sont numérotés, mais dans tous les dessins de Frita, pratiquement, tu peux regarder, tu vois des numéros. Ça peut être aussi sur les bagages des gens, sur le dos des gens. J'ai essayé d'en trouver d'autres là, mais c'est vraiment frappant. Encore un concert dans l'ancien hôtel de ville. Donc, là, c'est tout. Il est super, le bouquin. Ah, il est très bien. Oui, et le piano exagère ça. Oui. Et tu sais, on te conduit dans une citadelle et elle s'appelle Theresienstadt. Tu vois, c'est aussi ça. Hein. Ah oui, oui. Voilà, c'est aussi ça. C'est l'arrivée dans la citadelle. Hein. Je pense que quand Ullmann tombe sur le poème, là, la description de la citadelle, il a dû se dire, c'est exactement la mienne, quoi. Tu vois. Donc, on doit avoir la peur. On te conduit, mais en même temps, tu as envie de faire ça, tu sais. Voilà. Et tu as des cris, tout ça. Il y a des cris. Tu sais, les Allemands, ils adoraient crier les appels comme ça. Und auf. Et il faut voir aussi, dans Rilke, rien ne se hasarde à se mettre droit. Donc, même quand on te dit garde à vous, t'es pas comme ça, t'es pas droit. Tu vois, on te demande d'être droit et t'es pas droit. Parce que comme tu as peur, tu es sur un pied. Voilà. Ben, et tu vois, parce que rien n'est droit. Non. Voilà. Voilà. Alors on le fait encore une fois. Hein? Van die boer. Groß wird das Tor. Hoch willkommt das Horn. C'est sa dernière œuvre. C'est la dernière œuvre qu'il ait composée. Halten, klirren und Hunde gebell.
Ulmann crypte toujours. Il a écrit il a écrit des poèmes, il a écrit donc de la musique, il a écrit des critiques, et très souvent il codifie ce qu'il a à dire. Cette œuvre, elle est née, en gros, en juillet 1944, dans le désarroi, dans l'extrême... les gens étaient complètement démunis, il faisait froid, ils avaient faim. Et je pense que pour eux, c'était proprement de l'ordre de l'incompréhensible. Ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Et à chaque fois qu'ils avaient un élément de réponse, 15 jours après, il y avait des contre-ordres et des actualités, des rumeurs qui les faisaient douter de ce qu'ils commençaient à comprendre. Donc en fait, ce travail pour essayer de comprendre ce qui se passait était un travail qui était tout le temps en train de s'autodétruire. Et bien pour leur faire entrevoir quelque chose, pour leur faire ressentir quelque chose, il a besoin d'une distance énorme et il va s'intéresser à un petit soldat qui vivait en 1660 et qui défendait le Saint-Empire germanique contre les Turcs. C'est presque risible. Et il a besoin de ce petit soldat, il a besoin de cette cause complètement obscure et lointaine et presque drôle, presque de l'ordre du fantasme, de l'imaginaire. Il a besoin de cette cause-là pour dire voilà ce qui nous arrive aujourd'hui dans ce camp, dans ce ghetto. Voilà. Peut-être, on voit ce que ça donne. Excuse-moi, je n'ai pas compris ce que tu m'as dit. D'enlever complètement la face. Oui, enlève-la pour le moment. Ouais. Hein, qu'on ait le cœur net. Je prends celui-là. En fait, Jasper, il chante très bien, mais il fait aussi du très bon café. Moi, j'aimerais bien entendre Jasper chanter plus. Des fois, on oublie ce qu'on vit, en fait. Et en travaillant en pièces comme ça, on se retrouve aussi. Mais bon, c'est pour moi. Hein. J'ai presque l'impression aussi d'être un peu Ullmann, là. Quand je suis derrière le piano. Bien que normalement, en faisant un disque, on ne pense pas à ça. On ne pense pas aux images, on pense qu'à la sonorité. T'as l'impression de te mettre en scène, en fait. Oui, oui. Du coup, là, t'es un peu acteur, quoi. Oui. On devient presque le compositeur lui-même, ou le personnage dans le texte lui-même. Le sujet est incroyable, je trouve. Et il y a tellement oui, comment on dit ça, de strade, on dit. Oui, Lagen. Oui, c'est ça. Des strades, oui. Oui, de profondeur, oui, d'étape aussi. Oui. À cause de l'histoire de l'œuvre. D'abord le texte de Rilke, qui est tellement incroyable, hein, avec tellement de symbolisme, d'idées derrière. Et après la musique qui donne encore d'autres idées. Et toujours la connexion avec les nazis et la Deuxième Guerre du Monde. Deuxième Guerre mondiale, oui. Oui, toujours la connexion avec ça, le peur et la situation. En fait, ce sont des cris. Ja. Het zijn schreeuwen van de mensen, heel hoge schreeuwen van de mensen. Ja. Dus het zijn geen vogels, hè? Zijn het vogels? Die stemmen zijn overal. Sind das Vögel? Ihre Stimmen sind überall. Das sind die Balken, alles ist laut, aber es ist kein Tag. Alles ist laut, aber es sind nicht Vogelstimmen. Das sind die Balken, die leuchten. Das sind die Fenster, die schreien. Und sie schreien rot in die Feinde hinein, die draußen stehen im flackernden Land. Schreien Brand! Und mit zerrissenem Schlaf im Gesicht drängen sich alle, halb eisen und nackt, von Zimmer zu Zimmer, von Trakt zu Trakt und suchen die Treppe. Und mit verschlagenem Atem stammeln hören die im Hof. Sammeln! Sammeln! Und bebende Trommeln.
Ça parle de deux personnes qui ne se connaissent pas dans le camp. Ils ne savent même pas leur nom. Mais ils ont tellement besoin d'amour, en fait, que c'est devenu... D'être ensemble et n'avoir pas peur, parce que... Et c'est la tension qu'on entend tout le temps, c'est le vibrato presque, ou le tremolo. C'est la peur aussi un peu, non? Pour moi, c'est la peur. Oui. Ça commence, en fait, là où tout le monde est, c'est dans le tour. Hein? Die Turmstube ist dunkel, aber sie leuchten sich ins Gesicht mit ihrem Lächeln. Sie tasten vor sich her wie Blinde und finden einander wie eine Tür. Fast wie Kinder, die sich vor der Nacht ängstigen, drängen sie sich ineinander ein. C'est marrant parce que là, il y a le trémolo et là, ça s'arrête en fait. Alors là, il y a la peur qui disparaît aussi. Ja. Begrijp je? Dus hier zijn we nog een beetje angstig. Fast wie Kinder, die sich vor der Nacht ängstigen, drängen sie sich ineinander ein. En dan is het een beetje weg. Und doch fürchten sie sich nicht. Dat is mooi, hè? Da ist nichts, was gegen sie wäre. Kein Gestern, kein Morgen. Alors en fait, il n'y a rien qui leur débarrasse, qui leur embarrasse, ni le matin, ni le hier. Le hier, ni le demain, ni le hier. Ouais. Parce que le temps est détruire, non? Oui, parce qu'en fait, le temps est détruit, ouais. N'existe plus. Et c'est pour ça, il y a dans le piano aussi le temps qui n'existe plus. Hein. Le temps est parti, quoi. Et là, à nouveau, il y a le temps. Und sie blühen aus ihren Trümmern. Fragt nichts. Dein Gemahl? Sie fragt nichts. Dein Name? Sie haben sich ja gefunden, um einander ein neues Geschlecht zu sein. Il y avait quelque chose dans l'histoire que Luhmann avait choisi de mettre en musique, qui est une histoire très ancienne, hein, qu'il a lue dans un poème de Rilke. Il y avait l'idée, quelque part, qu'il jouait son destin, qu'il mettait son propre destin en musique, que lui, à l'avant-garde de la langue musicale, qui risquait sa langue, qui risquait ce qu'il disait, qui risquait son chant, hein, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui parle et puis il y a le piano qui chante, alors ça ne chante pas complètement. Donc il risque un chant, il risque un discours, il est à l'avant-garde de quelque chose, et l'histoire raconte quelqu'un qui est à l'avant-garde. Donc Ullmann était le cornette, le porte-étendard de quelque chose, là, de tellement risqué qu'il risquait sa vie. Eintakt durch den Tross, Flügel, Farben, Lachen, davon blendet das Land, kommen bunte Buben gelaufen, laufen und rufen. Il aimait beaucoup Alban Berg. Il le connaissait aussi, hein, Ullmann. Il y a même une photo, je pense, avec Schoenberg, Alban Berg et Ullmann. Ullmann était dans la classe de Schoenberg. Mais Ullmann est plus mélodique, je trouve, hein, que Schoenberg, peut-être. C'est plus
impressionniste presque. Oui. C'est pas influencé par l'école française aussi. Et l'école russe, comme Scriabin. En fait, ça s'appelle Entartete Musik, alors la musique dégénérée. C'était le titre que les Allemands nazis ont donné à cette musique. C'était la musique faite par les Noirs, la musique jazz, la musique faite par les Juifs, les musiques faites par les homosexuels, tziganes. Tout ça était la musique dégénérée. Alors on l'appelle encore un peu comme ça. Entartete Musik. Dit is net als kapietus daar, hè? Ja, zo. Het is gewoon jazz. Goed. Mooi. Die Beichte. Ich suchte Wahrheit und verfiel in Wahn. Er sehnte Heilung und ich wurde krank. Den Pfad erspäht ich und es brach die Bahn. Und wachsend welkt ich, bis ich ganz versank. Das Schöne sucht ich und verfiel in Sucht. Der Kunst ergab ich mich und wurde schlecht. Dem Fluch entfloh ich und ich ward verflucht. Nach Freiheit strebend wurde ich ein Knecht. Pour moi, c'est un des rares moments où Ullmann nous parle. Ullmann, en fait, il compose de la musique et de temps en temps, il écrit. Et moi, je me raccroche à ça parce que je me dis, tiens, là, il y a des mots et c'est précis. Et dans ce poème, il y a vraiment l'expression presque d'une dépression, d'un doute. Et quand il dit « je cherchais le beau, je succombais à la manie et à l'art je m'adonnais, mais je fus mauvais », toute sa vie semble être un échec en fait. Il a passé toute sa vie d'homme à chercher à créer de la musique et tout d'un coup il se dit « mais est-ce que c'est pas futile ? Est-ce que c'est pas, à quoi ça sert ? Est-ce que la vraie vie c'est pas de travailler ? Est-ce que la vraie vie c'est pas de bien élever ses enfants. Ici, aspirant à la liberté, je deviens un esclave. En fait, il a l'impression de s'être trompé, quoi, que ça ne sort pas. Et ça me touche d'autant plus qu'il va être prisonnier, il va être enfermé dans les murs de la citadelle. Et il va composer plus que jamais, 5 ou 6 ans plus tard, à Theresienstadt. Où est-ce que je dis les mots dans la musique? Parce que ce n'est pas très clairement indiqué sur la partition. Oui, c'est là, je dis là et là-bas les autres mots, mais pour faire ça avec la musique, ça c'est beaucoup de travail en effet. Oui, parce que quelques phrases musicales vont bien avec quelques parties du texte. Et là... Oui. Et aussi dans la musique, il y a des questions et des réponses. Alors, dans le texte, je demande la question parfois après la demande dans la musique. Et il répond dans la musique et je réponds dans les mots. Et ça, c'est nouvelle pour moi, en effet. Mais dans les lieds ou mélodies, ça arrive aussi. Mais c'est déjà indiqué comment il faut le faire. Et là, on est libre, en fait. Ouais. Alors ça, c'est incroyable. Ullmann, qui n'était pas du tout libre dans son environnement, donne une pièce dans laquelle il y a énormément de liberté pour les interprètes. Ouais. Tu peux avoir une caméra qui nous prend tous les deux en profil. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est une possibilité. Ouais. Mais si tu te tournes, c'est aussi possible d'avoir tous les deux en profil. Alors faisons ça, c'est très, très intéressant. Tu vas te mettre comme ça. Tout petit peu décalage. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Tu vois Claire?
Donc avec une option peut-être là de Jasper pas éclairé en entier, Ouais. juste dans un faisceau. Ouais. Als Mahl begann's und es ist ein Fest geworden. Kaum weiß man wie, die hohen Flammen flackten, Stimmen schwirrten, wirre Lieder klirrten aus Glas und Glanz. Und endlich aus den reif gewordenen Takten entsprang der Tanz und alle riss er hin. Ullmann, on a beaucoup de textes de lui. Il cherche, il ne veut pas renoncer au sentiment, il ne veut pas renoncer à une histoire. Voilà. C'est un moment de l'histoire avec un grand H où tout d'un coup on va renoncer à la figuration, on va renoncer au récit, on va renoncer à la tonalité. En fait, tout ce qui fait sens facilement s'écroule et peut-être même qu'on va renoncer au sens. Est-ce que l'entreprise des nazis, ce n'est pas la perte complète de tout sens, de tout bon sens? Alors lui, il veut encore raconter une histoire avec un début, un milieu, une fin. Il veut encore toucher les gens avec des sentiments, alors que le temps s'est effondré, que c'est une des phrases du poème de Rilke, qu'il y a encore une scène d'amour. Au cœur de la nuit, là, il y a ce jeune soldat comme ça, il ne veut plus être soldat et il voit une jeune femme. Et cette rencontre, c'est une scène d'amour. Ils tombent amoureux l'un de l'autre et il met en musique ça et il ose continuer à parler de ça alors que c'était sans doute presque inconvenant ou hors de propos ou de façon de l'ordre de l'impossible. Et bien, il continue à faire ça. Et je vois bien que pendant ces 4 jours, les 10 personnes sont rentrées dans ce récit et on a suivi l'histoire de ce petit soldat parce que quelque part, en fait, c'est d'actualité, ça continue à nous toucher. Et en fait, le film voudrait pouvoir dire quelque chose comme il faut toujours, il y a quelque chose qui doit résister en fait. Das war ein Wellenschlagen in den Seelen. Ein sich begegnen und ein sich erwählen. Ein Glanz genießen und ein Licht erblinden. Und ein sich wiegen in den Sommerwinden, die in den Kleidern warmer Frauen sind. Theresienstadt war und ist für mich Schule der Form. Früher, wo man Wucht und Last des stofflichen Lebens nicht fühlte, weil der Komfort, diese Magie der Zivilisation sie verdrängte, war es leicht, die schöne Form zu schaffen. Hier, wo man auch im täglichen Leben den Stoff durch die Form zu überwinden hat, wo alles Musische in vollem Gegensatz zur Umwelt steht. Hier ist die wahre Meisterschule. Zu betonen ist nur, dass ich in meiner musikalischen Arbeit durch Theresienstadt gefördert und nicht etwa gehemmt worden bin. Dass wir keineswegs bloß klagend an Babylons Flüssen saßen und dass unser Kulturwille unserem Lebenswillen adäquat war. Und ich bin überzeugt davon, dass alle, die bestrebt waren, in Leben und Kunst die Form dem widerstrebenden Stoff abzuringen, mir recht geben werden. Pour certains, et Ullmann avoue presque que c'était le cas pour lui, c'est pas complètement exact, mais on peut le penser, hein. Il y a cette période du ghetto, ça a peut-être permis que quelque chose sorte qui n'arrivait pas à sortir. Voilà, on peut le penser. Je pense, on a parlé ce matin avec Jasper, moi je pense cette pièce über die Weise von Ullmann, en fait, j'ai compris aujourd'hui, et c'était un peu grâce à ta question hier, que en fait, il utilise le texte non mesuré, sans diapason en fait. Il utilise ça parce qu'il a peut-être accepté la mort déjà. Alors ça lui donne beaucoup plus de liberté. Et là, il est... En fait, il s'en fout ce qui va passer. Mais il est libre, quoi. Il cherche plus à
à mettre des barreaux sur les, Oui. sur les barres de mesure. Oui, et il peut venir quand il veut. Moi, je peux jouer aussi ce que j'ai envie de jouer. Alors ça, C'est dans le cornet, il y a la phrase et c'est sur ces ruines qu'ils fleurissent, et le temps s'est effondré. Und sie blühen aus ihren Trümmern. Ja, et le temps s'est effondré. Und die Zeit ist eingestürzt. Es Voilà. gibt kein Morgen mehr, kein Gestern, denn Voilà. die Zeit ist eingestürzt. Voilà. Alors c'est vrai que quand Jasper parle, il n'est pas obligé de suivre un temps précis, c'est pas mesuré. Non, Le temps s'est effondré. Oui, oui, c'est vrai. Je tourne. Un sur un. Deuxième. Moteur. Ça tourne. Durch den Tag, durch die Nacht, durch den Tag, reiten, reiten, reiten. Und der Mond ist so müde geworden. Und die See